Bonjour à tous, on se retrouve dans la deuxième partie du chapitre 2 qui va aborder le grand livre et la balance. Nous avons déjà étudié dans la première vidéo la présentation générale de l'organisation comptable ainsi que la nécessité de bien archiver ces pièces comptables justificatives. Et puis nous avons également appris à présenter le journal de l'entreprise, document comptable dans lequel l'entreprise va enregistrer de manière chronologique toutes ces pièces comptables. Eh bien, si elle enregistre de manière chronologique toutes ces pièces comptables dans des comptes, en fait, on ne peut pas, grâce au journal, connaître la situation des comptes. D'où la nécessité de consulter, d'établir d'abord et de consulter le grand livre, qui va nous permettre de déterminer exactement combien on a dans chaque compte, quelle est la situation de l'entreprise. Le grand livre, donc, par définition, regroupe tous les comptes de l'entreprise, en reprenant d'abord le solde à l'ouverture de la période, c'est ce qu'on appelle l'à nouveau, les mouvements de la période, qui sont simplement obtenus par recopie des lignes du journal, et le solde à la clôture de la période, que nous avons déjà appris à déterminer, qui peut être soit débiteur, soit créditeur. Les montants des écritures du journal sont reportés quotidiennement dans les comptes. Cela en fait se fait maintenant automatiquement sur logiciel, puisque les logiciels ou progiciels comptables vous permettent de faire cette recopie automatique. L'intérêt de ce document, l'intérêt du grand livre, c'est qu'il permet de connaître à tout moment la situation des comptes de l'entreprise. En cela, on dit donc que c'est un instrument de gestion. On va donc établir le grand livre de notre librairie, donc c'est la suite de l'application que nous avons vue précédemment. Vous avez rempli le journal de cette entreprise en enregistrant toutes les pièces justificatives. Je vais vous demander d'établir ce grand livre en reprenant donc chaque opération et en les reportant dans le grand livre. Une fois que vous aurez reporté toutes les opérations, il conviendra de calculer les soldes de chacun des comptes au 30 septembre de l'année N, c'est-à-dire à la fin du mois. Alors dans le cas présent, puisqu'il s'agit d'une création d'entreprise, en fait il n'y avait pas de solde à l'ouverture de la période, puisqu'on a directement créé l'entreprise. Alors comment est-ce qu'on va procéder? Alors je vous invite évidemment à reprendre votre journal que vous avez fait précédemment. Je vous ai déjà présenté le grand livre avec l'ensemble des comptes tentés de l'entreprise. J'ai quand même pris des comptes schématiques pour que ça aille un petit peu plus vite. L'idée, c'est simplement de recopier. Donc vous allez prendre la première opération. Dans la première opération, le compte banque a été débité. Vous allez recopier un débit au niveau du compte banque en date du 1er septembre. Le compte capital a été crédité. Vous recopiez ce crédit en date du 1er septembre. On passe à l'opération suivante. Sur la deuxième opération, le compte banque a été débité, donc je vais inscrire cette opération à la suite de la première. Le compte 164 a été crédité, là aussi j'inscris cette opération dans le compte 164 au crédit. Et vous allez ainsi recopier l'intégralité des écritures du journal. Et une fois que vous aurez terminé, vous devrez calculer le solde de chacun des comptes. Je vous invite donc à faire ce travail, à faire pause au niveau de la vidéo et à vérifier ensuite votre résultat sur la diapositive suivante. Voilà le grand livre tel que vous deviez l'obtenir. Vous avez ainsi un compte capital qui est créditeur de 30 000. Cela indique le montant des apports qui ont été réalisés par les associés de l'entreprise. C'est le montant que l'entreprise devra rembourser aux associés si l'entreprise ferme ses portes. Le compte emprunt auprès des établissements de crédit est également créditeur. Il indique le montant des emprunts restants à rembourser à l'établissement de crédit. Ces deux comptes, capital et emprunt, sont toujours créditeurs. On dit que ce sont des comptes de passifs. Ils indiquent le montant des ressources qui ont été apportées à l'entreprise. Le compte matériel de bureau et informatique est un compte qui est toujours débiteur. Il indique la valeur d'origine des immobilisations qui ont été acquises par l'entreprise. Le compte 607 est un compte de charge qui est toujours débiteur. Il indique le montant des achats de marchandises qui a été réalisé pendant la période. Le compte 401 est un compte qui est soldé puisque l'entreprise a réglé la totalité de ses dettes à ses fournisseurs. Le compte client est un compte de créance. Il est toujours débiteur. Et donc dans le cas présent, l'entreprise a des créances sur ses clients pour 700 €. Le compte 707, vente de marchandises, est un compte qui est toujours créditeur.
Dans le cas présent, le total des ventes de marchandises de la période a été de 6 700. Le compte banque ici a un solde débiteur, ce qui signifie que l'entreprise a un avoir en banque. De la même façon, pour le compte caisse, on a également un avoir en caisse. Je vous rappelle que le compte caisse ne peut jamais être créditeur, puisqu'on ne peut pas être à découvert sur le compte caisse. Et enfin, le compte location, qui indique le montant des locations à réaliser pendant la période. Alors, j'ai fait un petit peu dans la simplicité ici, puisque je n'ai pas forcément bien classé mes comptes. J'aurais dû les classer dans l'ordre du plan de compte. Je les ai plus classés dans l'ordre d'arrivée au niveau des opérations. Donc, petite précision quand même pour ceux qui ont eu des difficultés avec le compte banque. Pour réaliser le solde du compte banque, j'ai additionné le total des débits. Il y a 48 000 € ici de liquidités qui sont rentrées dans le compte banque et 14 500 € de liquidités qui sont sorties du compte banque. Puisqu'il y a plus de débit que de crédit, le solde est débiteur et il s'inscrit au crédit du compte lors de l'arrêt du compte. Alors, nous avons étudié les comptes dans le grand livre de manière schématique. On a utilisé ce qu'on appelle des comptes en T. Mais en fait, il existe différentes présentations du compte. Ces présentations ne sont pas normalisées, mais elles doivent en principe toujours faire apparaître un certain nombre de mentions obligatoires. En l'occurrence, vous devez systématiquement faire apparaître le numéro et l'intitulé du compte, intitulé qui se trouve dans le plan de compte ou que l'entreprise aura individualisé. Pour chaque pièce comptable, vous devez préciser la date, les sommes et le libellé. Donc c'est surtout la nature et le numéro de la pièce comptable qui sont importants, qui nous permettront alors de retrouver les opérations réalisées par l'entreprise en retrouvant les pièces comptables justificatives. Voici ici une présentation un petit peu plus élaborée que celle qu'on a faite avec le compte en T, sur laquelle vous retrouvez à gauche la colonne débit et à droite la colonne crédit. Au milieu, ce qui change, c'est qu'il faut préciser systématiquement le libellé de l'opération. Je vais vous demander de m'enregistrer les opérations suivantes, sachant que ce qui m'intéresse ici, c'est simplement l'impact que ces opérations ont sur le compte en banque. Je n'étudie pas la contrepartie. Au 15 janvier, le solde du compte banque de l'entreprise Alpha est débiteur de 40 000 €. Je suis en train ici d'ouvrir le compte et quand j'ouvre un compte, un solde débiteur s'inscrit du côté débit. Je reporte donc au 15 janvier mon solde débiteur pour 40 000 €. Au 17 janvier, c'est un versement d'espèces en banque pour 10 000 €, bordereau numéro 655. Puisque je verse des espèces en banque, cela va engendrer une entrée de liquidité dans mon compte en banque. Cette entrée de liquidité se traduit par le débit du compte en banque. Je fais donc apparaître la nature de l'opération et de la pièce comptable pour justifier mon opération. Le 19 janvier, règlement par chèque du fournisseur ALU pour 60 000 €, chèque bancaire numéro 980. Quand je règle un fournisseur, puisque c'est toujours l'entreprise qui règle ses fournisseurs, c'est rare quand même que les fournisseurs nous payent, à moins qu'ils nous fassent un remboursement, mais dans le cas présent, on envoie un chèque au fournisseur. Mon compte en banque va donc être crédité puisqu'il y a un flux monétaire sortant immédiat. Le 21 janvier, c'est le règlement par chèque de frais de publicité Publi pour 12 000 €. C'est le chèque bancaire numéro 981. Lorsqu'il y a un règlement par chèque d'une charge, eh bien, mon compte en banque va être crédité puisque l'argent sort de l'entreprise. Le 30 janvier, enfin, c'est une remise à l'encaissement de chèques venant de clients pour 80 000 € avec différents chèques bancaires. Cela va venir approvisionner mon compte en banque. Je vais donc débiter mon compte en banque pour 80 000 €. Une fois que j'ai terminé d'enregistrer l'ensemble de mes opérations, je fais comme dans mes comptes en T, je vais calculer le solde et l'inscrire soit au crédit s'il est débiteur, soit au débit s'il est créditeur. Je ne sais pas si j'ai dit la bonne chose, on va la refaire. Au crédit s'il est débiteur et au débit s'il est créditeur. Autrement dit, on l'inscrit dans la colonne qui va équilibrer débit et crédit. Dans le cas présent, vous avez 80 plus 40 plus 10, ça fait 130 000 € au débit, 72 000 € au crédit. Le solde est donc débiteur car il y a plus de débit que de crédit.
je fais 130 000 moins 72 000 et je trouve un solde débiteur de 58 000 euros. Ceci est la première présentation des comptes qu'on appelle les comptes à colonnes séparées. Voyons maintenant une présentation un petit peu plus élaborée qui s'appelle le compte à colonnes mariées. Dans le compte à colonnes mariées, vous retrouvez les dates à gauche, les libellés, et vous allez non seulement enregistrer l'opération dans la colonne somme, donc soit au débit, soit au crédit, mais après chaque opération, vous devrez faire apparaître le solde du compte. Donc ceci est particulièrement intéressant pour les soldes des comptes banques. Reprenons le même exercice. On commence par faire apparaître le solde du compte banque comme étant débiteur pour 40 000 euros. Rappelons la signification d'un solde débiteur. Quand l'entreprise a un solde débiteur, cela signifie qu'elle a un avoir en banque. Le 17 janvier, il y a un versement d'espèces en banque pour 10 000 euros. Donc vous avez 40 000 euros, il y a un versement d'espèces en banque. Quel va être le nouveau solde de l'entreprise? Eh bien, elle avait 40 000, elle reçoit 10 000, son solde va alors être débiteur de 50 000. Pour trouver mon solde débiteur de 50 000, soit je réfléchis par rapport à la logique des choses, soit je prends ma colonne somme et je fais le total des débits, 40 plus 10, moins le total des crédits, ici ça fait 0, 50 000 moins 0, ça me donne bien un solde débiteur de 50 000. Le 19 janvier, je règle mon fournisseur pour 60 000, donc là on réfléchit avec la logique des choses, j'ai 50 000 euros sur mon compte en banque, donc j'ai un avoir en banque, et je paye 60 000. Donc vous voyez bien que vous n'avez pas assez. Vous avez 50 000, vous payez 60 000. Donc entre guillemets, vous vous retrouvez dans le rouge, vous vous retrouvez dans le négatif. Mais il n'y a pas de chiffre négatif en comptabilité. Donc quand vous avez un découvert bancaire, puisque ça va être le cas, vous vous retrouvez avec un solde créditeur. Le solde est donc désormais créditeur de 10 000. Si vous voulez vous baser sur la colonne somme, vous additionnez ce que vous avez au débit, 40 plus 10, ça fait 50 000. Vous additionnez ce que vous avez au crédit, 60 000, et en faisant 60 000 moins 50 000, vous trouvez bien les 10 000 de solde créditeur. On continue le 21 janvier avec le règlement par chèque de frais de publicité pour 12 000 euros. Alors on réfléchit, on est actuellement à découvert de 10 000 euros et on paye encore 12 000 euros. Donc notre découvert va se creuser et va passer à 22 000 euros. Donc 22 000 euros de découvert. Pour finir, on a la dernière opération avec une remise à l'encaissement de chèques venant de clients pour 80 000 euros. Donc vous êtes à découvert de 22 000, vous recevez 80 000. Cela va de nouveau vous faire passer entre guillemets dans le vert. Donc votre compte va de nouveau être approvisionné. Pour trouver le montant du solde, vous faites 80 000 moins 22 000. Vous vous retrouvez de fait avec un solde débiteur de 58 000, c'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Une fois qu'on a établi notre grand livre, eh bien, on se rend compte que le grand livre, il est quand même très grand, comme son nom l'indique. Alors, à l'époque où la comptabilité était tenue sous forme papier, ça représentait des grands livres au format A3 qui représentaient toutes les opérations de l'exercice comptable. Et donc, du coup, ça nous donnait des lignes d'opérations qui étaient reportées dans ce document. Et en fait, ce qui nous intéresse dans le grand livre, au fond, eh bien, c'est la situation du compte. Donc, on va synthétiser le grand livre en reprenant simplement les opérations qui nous intéressent le plus, les informations, qui nous intéressent le plus, à savoir le numéro de compte et son intitulé, le total de ce qu'il y avait au débit, le total de ce qu'il y avait au crédit et le solde. Par définition, donc, la balance est un document qui récapitule le grand livre d'une manière synthétique à une date donnée. Chaque compte va y figurer sur une ligne sur laquelle est indiqué son numéro, son nom, ses totaux débits et crédits, ainsi que son solde à la date d'établissement de la balance. Sachez que ce n'est pas un document obligatoire, il est établi maintenant de manière automatique par les logiciels comptables. Donc, de fait, on peut quand même le consulter. Mais vous allez apprendre quand même à l'établir pour pouvoir lire correctement ce document. Donc, dans ce document, les comptes sont classés par ordre des numéros du plan de compte et la balance comprend tous les comptes, même ceux qui sont soldés.
Voyons comment se présente la balance de notre entreprise, je vous rappelle, entreprise de librairie. Je vous ai déjà reporté tous les comptes qui ont été utilisés par l'entreprise depuis sa création, c'est-à-dire depuis le 1er septembre. Et je vous demande d'établir la balance du 1er septembre au 30 septembre, donc une balance mensuelle à partir du grand livre obtenu à la question 3. Vous allez simplement regarder votre grand livre et vous allez recopier ligne par ligne, les lignes étant totalement indépendantes. Faites bien attention parce que la présentation ressemble un petit peu à la présentation du compte à colonne mariée, mais les lignes sont totalement indépendantes, il n'y a pas de cumul à faire. Vous allez simplement aller chercher le compte capital et vous allez me dire combien l'entreprise avait mouvementé ce compte au débit et de combien elle l'avait mouvementé au crédit. Autrement dit, je veux le total débit, total crédit de ce compte, avant calcul du solde, soyons bien d'accord. Alors, regardez notre compte capital. Avant calcul du solde, on avait 30 000 au crédit et rien au débit. Donc, je recopie 30 000 au crédit et rien au débit. Et ensuite, je reporte le solde. Le solde était créditeur de 30 000. Attention, dans la présentation du compte en T, le solde créditeur avait été mis au débit pour équilibrer, mais là, dans la balance, j'inscris mon solde créditeur dans la colonne solde créditeur. On passe à l'emprunt. Sur l'emprunt, avant calcul du solde, le compte avait été crédité pour 15 000, le compte avait été débité pour 7 500. Donc je recopie cela dans les sommes et ensuite je reporte mon solde. Alors je l'avais calculé, mon solde créditeur de 7 500, mais je peux également le retrouver avec la balance, puisque dans la balance, je vois bien que mon total crédit était de 15 000, mon total débit était de 7 500, donc en faisant 15 000 moins 7 500, je trouve bien mon solde créditeur de 7 500. Vous allez maintenant procéder donc au remplissage de la balance avec tous les autres comptes du grand livre, en reportant à chaque fois total débit, total crédit et le solde, et à la fin, vous vérifierez que votre balance est équilibrée, puisque le total des sommes débit doit être égal au total des sommes crédit, et le total des soldes débiteurs doit être égal au total des soldes créditeurs, en vertu de la règle de la partie double. Je vous laisse faire pause sur cette vidéo, et vous reportez à votre grand livre. Voilà ce que vous avez dû trouver au niveau de votre grand livre. Vérifiez évidemment que vous n'avez pas fait d'erreur d'analyse et que toutes vos lignes sont bien indépendantes, que vous avez simplement fait de la recopie, que vous n'avez pas cherché à additionner vos lignes entre elles, sauf bien sûr sur la ligne totale, mais pas pour le reste. La balance, à la fin, on dit qu'elle doit être équilibrée, donc puisque les deux colonnes somme doivent être égales et les deux colonnes solde doivent être égales, eh bien c'est un instrument de contrôle périodique du principe de la partie double. Ça veut dire que si votre balance n'est pas équilibrée, il y a un problème au niveau de vos enregistrements comptables, au niveau de votre journal. Ou alors vous avez fait une erreur de recopie à un moment donné. Donc, deux équations pour contrôler ce respect du principe de la partie double. Total des sommes débit égale total des sommes crédit. C'est également égal au total du journal si on fait le total des colonnes du journal. Et total des soldes débiteurs égale total des soldes créditeurs. Par ailleurs, c'est un instrument de gestion puisqu'elle permet, comme le grand livre, de connaître la situation des comptes, mais de façon très rapide puisque chaque compte y apparaît sur une ligne. Et enfin, et surtout, c'est un document préparatoire à l'établissement du bilan et du compte de résultat, puisque grâce au compte de charges et de produits, je vais pouvoir établir le compte de résultat, puisque tous les comptes de la classe 7, c'est-à-dire les produits, et les comptes de la classe 6, c'est-à-dire les charges, vont y être reportés. Et puis, grâce aux comptes qui vont de 1 à 5, eh bien, j'établirai mon bilan. Voyons maintenant la différence, parce que là on est en train de voir la comptabilité un petit peu de façon théorique, même si ça correspond véritablement à l'analyse et aux documents que l'entreprise utilise. Il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui sont automatisées, et donc j'aimerais simplement vous introduire ce qui se passe dans une comptabilité informatisée, sachant que vous aurez un cours à cet effet en période 2, puisque vous aurez une initiation à un logiciel comptable ou un progiciel comptable qui s'appelle Sage. Donc en pratique, même si ce n'est pas obligatoire, la plupart des entreprises utilisent un logiciel comptable. Alors un logiciel comptable ou un progiciel comptable, puisque souvent les logiciels sont reliés à une base de données qui permet également de faire de la gestion commerciale ou de la gestion interne.
Donc les principaux logiciels comptables, c'est Sage, EBP Compta et puis Quadratus. Je vous donne juste les noms pour que vous ne soyez pas perturbés. Si lors d'un entretien, on vous demande si vous avez déjà utilisé Quadratus, bah, vous pouvez dire non, j'ai déjà des connaissances sur Sage, mais je pense pouvoir m'adapter à un nouvel environnement. Donc concrètement, les pièces comptables vont alors faire l'objet d'une pré-comptabilisation, ce qui va faciliter ensuite le travail de saisie. Pré-comptabiliser, ça consiste à préparer l'enregistrement. Donc ce travail consiste à rassembler toutes les informations qui vont être utiles pour l'enregistrement, à savoir le numéro et le nom des comptes à utiliser, les sommes à comptabiliser, la nature de la pièce comptable, date et référence que vous trouvez dessus. Il y a 3 façons de pré-comptabiliser. Sur la première solution, eh bien, on reçoit la pièce comptable, donc là je vous ai mis une facture, et on va apposer un tampon sur cette pièce comptable. Et ce tampon va permettre d'analyser les numéros de compte que l'on va devoir débiter et les numéros de compte que l'on va devoir créditer. Donc c'est ce que j'ai appelé une pré-comptabilisation sur la pièce justificative. La deuxième solution consiste à pré-comptabiliser sur un ticket comptable. Donc ce ticket comptable, on peut l'agrafer à chaque pièce comptable que l'on a et on va préciser la date, le document, le libellé et avoir comme ça autant de tickets comptables que l'on a de pièces comptables. Ainsi, la personne qui fera la saisie ne prendra que les tickets comptables et pourra saisir beaucoup plus rapidement. La troisième solution consiste à faire une pré-comptabilisation sur un bordereau de saisie où elle va préciser dans ce bordereau donc, le mois d'études, le jour, c'est-à-dire la date de la pièce comptable, le numéro des différents comptes à utiliser, le libellé de l'écriture avec la référence notamment des pièces comptables et les montants à débiter ou à créditer. Concrètement, dès que l'analyse des pièces comptables est effectuée, on peut procéder à la saisie. Il y a alors 2 modes d'organisation possibles du travail comptable. Dans le système classique, on va tout enregistrer comme on le fait en cours dans un journal unique. Donc que ce soit une opération d'achat, de vente, de règlement, on va tout mettre dans le même journal. Donc c'est le système, je vous ai dit, qu'on utilisera jusqu'à la fin de l'année. C'est un système qui convient essentiellement aux petites entités, aux petites entreprises. Et puis, il y a également un autre système qu'on appelle le système centralisateur. On va pratiquer alors ce qu'on appelle la division du journal et du grand livre de compte. En fait, concrètement, vous allez au départ classer vos pièces comptables. Donc, vous allez identifier les pièces comptables qui se rapportent à des achats, celles qui se rapportent à des ventes et celles qui se rapportent à des règlements. Et au lieu de tout enregistrer dans un journal unique, vous allez créer différents journaux qu'on appelle des journaux auxiliaires. Vous allez créer un journal où vous allez enregistrer que les achats, un journal où vous allez enregistrer que les ventes, un journal où vous allez enregistrer que les opérations qui ont mouvementé le compte banque, un journal pour la caisse, un journal pour les opérations diverses, et on peut avoir un journal des à nouveau, un journal d'inventaire, etc. L'intérêt de cette division des journaux, ou de créer des journaux auxiliaires, c'est la même chose au niveau du vocabulaire, c'est de pouvoir en fait donner des responsabilités à des personnes. Donc il y a une personne qui va s'occuper uniquement des achats, donc qui va s'occuper de la comptabilité fournisseur, une personne qui va s'occuper du journal des ventes, donc qui va s'occuper de la comptabilité client, une personne qui va s'occuper peut-être des règlements et donc qui sera comptable de trésorerie, et puis comptabilité générale d'une manière générale avec les autres opérations. Une fois qu'on aura comptabilisé toutes nos opérations dans différents journaux, à un moment donné, on va tout centraliser dans un journal général. C'est pour ça qu'on appelle ça le système centralisateur. L'intérêt, donc, c'est que ça va permettre de diviser le travail puisque les personnes vont être spécialisées dans une tâche en particulier. Elles connaîtront parfaitement, du coup, la manière d'enregistrer les achats et elles pourront traiter des volumes importants de saisie. Donc voici le type d'organisation qui prévaut lorsque vous avez un système centralisateur. Donc les factures et les pièces comptables qui sont classées au départ, qui sont enregistrées dans différents journaux, avec une centralisation au journal général. Et puis ensuite vous avez un report des écritures dans le grand livre, mais également dans les grands livres auxiliaires correspondant à l'ensemble des comptes clients et fournisseurs qui sont individualisés, afin de savoir exactement à qui on doit de l'argent et qui nous doit de l'argent. Enfin, une fois que le grand livre est établi, on va pouvoir éditer la balance générale avec tous les comptes de l'entreprise qui vont de 1 jusqu'à 7. Et une fois qu'on aura appris à réaliser les travaux d'inventaire, donc ce sera l'objet d'un prochain cours sur le semestre 2, eh bien on pourra établir les documents de synthèse, compte de résultat en reportant les soldes des comptes 6 et 7, bilan en reportant les soldes des comptes 1 à 5.
On complétera ces deux documents avec l'annexe qui apporte des informations complémentaires au compte de résultat et au bilan. C'est ce qu'on appelle les états financiers. Et bien voilà, nous en avons fini avec ce chapitre 2, donc qui termine sur la balance. Dans le prochain chapitre, on apprendra à établir le bilan et le compte de résultat, alors encore de façon simplifiée, puisqu'on est encore sur une approche de débutant. Donc compte de résultat et bilan, on apprendra à établir ces documents à partir de la balance. Pour l'instant, vous allez réaliser tous les exercices du TD2 et puis faire les quiz qui correspondent sur le NT afin de voir si vous avez bien compris ces notions. À bientôt dans une prochaine vidéo.